Alors bonjour à tous et bienvenue à toutes et à tous pour cette live class organisée aujourd'hui en particulier pour parler des écoles de commerce post-bac. Alors j'attends un tout petit peu peut-être que les derniers retardataires ou les derniers encore à l'heure, puisqu'il est 18h30 pétante, puissent nous rejoindre. En attendant, pour ceux qui sont déjà avec nous, que vous dire, que nous allons passer à peu près 1 heure ensemble, que ce moment bien sûr est en live, ce qui veut dire que pour ceux qui sont avec moi, je les engage chaudement à poser des questions, afin que moi je puisse aussi adapter mon discours, mon information par rapport à qui vous êtes, les questions que vous vous posez, donc vos questions mais aussi vos projets de formation, les écoles qui peuvent vous intéresser, les concours qui peuvent également vous intéresser. Je ferai le maximum pour répondre à toutes ces questions. Savoir également que bien sûr cette vidéo sera ensuite accessible en replay sur notre espace Facebook, ce qui vous permettra peut-être de revenir sur quelques éléments. Vous allez voir, vous allez trouver des dates de concours, des choses, des coefficients, la durée de certaines épreuves. Peut-être que ça sera intéressant pour vous de pouvoir prendre le temps dans un deuxième moment pour revenir sur ces éléments d'information. Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Christine Melloux, je suis la présidente de PGE-PGO depuis 4 à 5 ans à peu près. Auparavant, j'ai fait moi aussi une école de commerce. J'ai commencé par exercer dans le finance et dans le marketing, ce à quoi une école de commerce forme. Nous allons y revenir dans un petit moment. Et puis, j'ai dirigé pendant plusieurs années une école de communication et j'ai créé également une école spécialisée dans les métiers du digital. Alors, c'est aussi mon objectif aujourd'hui de vous faire profiter de cette expérience dans l'enseignement supérieur et dans ces différentes formes d'ailleurs de l'enseignement supérieur ce soir. Voilà en 2 mots ce que je voulais vous dire pour me présenter. Pour commencer, toujours en douceur, donc ce moment ensemble, j'ai imaginé que ça pouvait être intéressant pour certains d'entre vous de revenir sur ce qu'est une école de commerce. L'histoire, en règle générale, explique beaucoup des choses. C'est toujours très intéressant de revenir aux origines de création. Et vous allez voir que les écoles de commerce gardent encore aujourd'hui des éléments qui viennent de leur origine et de la raison de leur création. Alors ça remonte. On va dire que les premières traces ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des écoles de commerce remontent à peu près à 1750. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'école qui existe encore, qui est la plus ancienne, c'est le SCP Europe, qui a été créé en 1819. À cette époque-là, dans les années 1750, elles ont été fondées à l'initiative de bourgeois, de notables de la société française, avec pour premier but de former les enfants de ces familles bourgeoises afin qu'ils puissent reprendre les affaires familiales, en particulier d'ailleurs des affaires de négoce. On peut penser du coup que c'est de là que peut venir cette dénomination de école de commerce. Donc, de cette histoire, on comprend que ces écoles avaient pour particularité de se vouloir très orientées sur la pratique, avec un format court. Ces enfants n'étaient pas là pour suivre des études pendant 5 ans, 6 ans ou 7 ans, mais vraiment pour suivre un parcours très très professionnalisant, comme on dit aujourd'hui, et très pratique. Mais également déjà avec un souci de polyvalence, puisque de mémoire, il y avait du droit, il y avait de l'anglais, il y avait des choses assez différentes pour pouvoir gérer entièrement une entreprise familiale. Aujourd'hui, si on regarde ce que disent les écoles de leur raison d'être, de leur mission, elle est de former au métier de l'entreprise dans son sens le plus large. Et donc, vous allez trouver cette variété d'enseignements avec des modules de gestion, de finance, des modules de marketing et de communication, de ressources humaines, de logistique, des fonctions achats, etc., du management, du droit, je crois que je l'ai déjà dit. J'en cite certaines et j'en oublie forcément quelques-unes, je le sais. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est cette multitude des enseignements. Et donc avec une vision qu'elles annoncent de manière très claire de former à terme
des jeunes managers reconnus pour leur polyvalence. Donc on voit bien que cette variété, cette polyvalence, par lesquelles j'ai commencé tout à l'heure en parlant de l'histoire des écoles, perdure, se retrouve aujourd'hui dans les écoles telles qu'elles le sont toujours. La dimension pratique, donc j'ai également insisté dès le départ sur cette dimension pratique. On va la retrouver, elle va s'illustrer par plusieurs choses. La première peut-être, c'est qu'il faut avoir en tête que contrairement à l'université, les enseignants dans une école sont en règle générale des praticiens, des gens qui exercent ce métier dans l'industrie, dans les entreprises, et qui viennent à côté transmettre leurs compétences, leur savoir-faire à une jeune génération de futurs donc praticiens. Ça, c'est le premier élément de la pratique. Le deuxième élément de la pratique, c'est dans la façon dont les cours sont dispensés. Vous allez avoir un enseignement qui, certes, part du concept, de la théorie, mais va très vite sur l'illustration pratique. Beaucoup du temps passé sur les bancs d'une école de commerce va être fait en travaillant sur des cas pratiques sur lesquels on va devoir travailler de manière individuelle ou de manière collective. Et puis la pratique, bien sûr, elle s'illustre également beaucoup par le temps qui va être dédié au stage. Quelle que soit l'école de commerce que vous allez choisir, vous allez retrouver cette dimension en entreprise très longue, très forte, progressive bien sûr entre les premières années et les dernières années, de plus en plus longue au fur et à mesure du temps. Une dimension pratique qui est, faut l'avoir en tête, extrêmement valorisée par les professionnels qui lisent très bien ce qu'on peut trouver sur un CV sous forme de stage et qui sont souvent très rassurés par des étudiants qui ont déjà passé pas mal de temps en entreprise. Le troisième point, c'est qu'on peut noter pour décrire une école de commerce, c'est probablement une forte adéquation avec les évolutions des entreprises, des métiers et donc les besoins en compétences. Ce point-là vient du point précédent. Je vous ai dit à l'instant que beaucoup des enseignants étaient des praticiens. Dans certaines écoles, vous allez avoir également des chaires qui sont des enseignements en partenariat avec une entreprise. Et donc on voit bien que il y a une forte porosité entre ce monde de ces écoles de commerce et le monde de l'entreprise qui va permettre à ces écoles d'être vraiment en prise directe avec ces évolutions métiers. J'insiste parce que c'est en particulier aujourd'hui, et on parle beaucoup du digital, mais pas que le digital, l'international aussi, les métiers changent beaucoup, les pratiques changent beaucoup et les compétences ont besoin d'être revues et d'être modifiées. Et c'est vraiment un point de force des écoles de commerce de pouvoir être au plus près de ces évolutions-là et de ces besoins des futurs employeurs de leurs étudiants. La quatrième dimension particulière pour les écoles de commerce, c'est certainement l'international. Donc là aussi, c'est probablement une origine, liée à l'origine de ces écoles qui formaient des enfants de familles de négoce. Et à cette époque-là, le négoce avait souvent une dimension internationale. Donc elles ont été certainement précurseurs dans le développement de cette dimension internationale. Aujourd'hui, vous trouvez de l'international à la fac avec des programmes Erasmus et dans bon nombre d'écoles également. Néanmoins, on voit bien qu'elles restent encore peut-être celles qui sont le plus qui ont le plus de variété dans les dispositifs à l'international, celles qui ont le plus de labels internationaux. Donc elles ont vraiment ce souci de développer une dimension internationale très forte de leurs diplômés, qui, on le sait aujourd'hui là aussi, est quelque chose de très important pour l'employabilité future. Cinquième point, on note dans les écoles de commerce un encadrement présent, soigné, et on ira voir certains exemples de programmes d'école, également ce souci d'accompagner chaque élève dans sa formation professionnelle, mais également dans son développement, avec le souci de développer la maturité, le souci d'accompagner dans l'orientation, dans le choix d'un métier, dans le choix de stage. Un encadrement qui est particulièrement présent, je tiens à le souligner, dans les écoles qui accueillent des étudiants juste après le bac, car elles savent bien que la transition est parfois rude entre la dernière année passée en terminale et souvent à la maison, et une année d'après passée
dans un contexte complètement différent, avec des enseignements en rupture dans leur contenu, dans leur modalité, et parfois également une année qui est passée en province, dans un foyer, dans un campus ou dans un appartement en colocation. Donc les écoles sont vraiment très vigilantes à ce que l'acclimatation se passe bien tant au sein même de l'école que également dans cette nouvelle vie d'étudiants qui n'est plus en terminale. L'avant-dernier point, avant de parler du coût, est la responsabilité. Vous avez vu, j'ai pas vraiment souligné le mot qui est écrit en rouge sur cette diapositive, qui est manager. Les écoles de commerce, si vous avez peut-être suivi l'historique, le changement de leurs appellations, ont d'abord changé leur appellation pour beaucoup s'appeler business school. Donc là, on sent bien qu'on met en avant cette dimension internationale de plus en plus reconnue, nécessaire et intéressante pour les candidats et les diplômés. Et puis petit à petit également, elles se sont appelées écoles de management, EM Lyon, école de management pour en citer une seule. Le positionnement donc par rapport à beaucoup d'autres formations qui pourraient ressembler à une école de commerce ou de management, je pense par exemple aux IUT, c'est vraiment de positionner, de développer des compétences ou des savoir-faire, des habitudes qui vont permettre à terme d'avoir des postes de responsabilité, d'exercer des fonctions de management. Et vous allez voir là aussi que les dispositifs pédagogiques ont été pensés, ont été conçus au-delà du contenu pour mettre les étudiants en posture de responsabilité. Je vais vous donner un seul exemple, mais qui est pour moi extrêmement important. Les étudiants souvent sont très friands des associations qui leur permettent de lancer des projets, de développer pas mal de choses. Mais derrière cette attractivité pour les étudiants, pour une activité qui leur plaît, il y a avant tout un dispositif pédagogique extrêmement puissant, puisque c'est l'outil le plus abouti pour pouvoir mettre des étudiants jeunes en responsabilité totale d'un projet, en responsabilité du contenu d'un projet, en responsabilité d'un budget pour mener à bien ce projet, en responsabilité également d'une équipe qui va mener à bien ce projet. On imagine assez facilement qu'un jeune étudiant ne sera jamais à ce niveau de responsabilité, quel que soit le stage qu'il va suivre. Jamais on lui donnera la responsabilité finale d'un projet, depuis son budget jusqu'à son équipe. Les associations, dans un contexte plus préservé, sous l'œil bienveillant de l'équipe pédagogique, vont permettre de mettre les étudiants en totale autonomie par rapport à ça, et donc petit à petit de développer leurs compétences de responsabilité. Et ça, c'est extrêmement important pour la suite de du parcours. L'avant-dernier point à retenir comme particularité, spécificité sur les écoles de commerce par rapport à d'autres choix de formation après le bac, c'est le réseau. On parle beaucoup des alumni. C'est vrai que, en règle générale, elles cultivent toutes le réseau de leurs anciens, avec des after-work, avec des ateliers, avec des accompagnements divers et variés. Et puis, quand on a passé 3, 4 ou 5 ans dans une école, quand on porte le diplôme de cette école, il faut avouer qu'on reste toujours attaché à cette école, et que c'est vrai que entre deux CV qu'on va avoir sur notre bureau, on aura forcément un peu plus de sympathie pour celui de l'étudiant qui a fait la même école que la nôtre. Donc ce réseau est important, est à travailler. C'est vraiment quelque chose qui va permettre à terme de décrocher des stages, de décrocher des postes, d'avoir accès à des entreprises et des personnes en entreprise avec des postes de haut niveau de responsabilité. Voilà donc des écoles qui mettent en avant la variété de leurs enseignements, le côté pratique, très proche des entreprises et de leurs évolutions, avec une dimension internationale forte qui s'attachent à l'encadrement de leurs étudiants, qui s'attachent également à les mettre à des niveaux de responsabilité importants, et qui développent beaucoup aussi leur dimension de réseau auprès de leurs anciens. Et puis ça, les parents le savent. En revanche, et c'est un peu le revers de cette médaille, forcément des écoles qui ont un coût particulièrement élevé,
puisqu'on va être, sans rentrer dans le détail de l'une par rapport à l'autre, sur un coût d'environ 10 000 € par an. Donc c'est quelque chose d'extrêmement significatif. Alors, pour continuer sur ces écoles, et peut-être, j'ai commencé par montrer ce qui les rassemblait, et passer à l'inverse, qui peut être des points de différenciation, parce que souvent, avant de choisir des concours, on va commencer par s'interroger sur les écoles, et s'interroger sur l'école qui va avoir notre préférence. Alors, au sein des écoles, c'est un point sur lequel je vous demande vraiment de prêter attention particulièrement, parce que c'est pas si simple quand on n'en a pas l'habitude. Ces écoles, elles vont pouvoir proposer des programmes et des diplômes de niveaux différents. Ces programmes vont pouvoir être des diplômes, enfin des programmes qui vont amener un diplôme d'un niveau Bac+5, qu'on appelle en règle générale des masters. Ces programmes vont pouvoir être des programmes en 4 ans, qui vont pouvoir amener à des diplômes d'un niveau BBA, ou encore des programmes en 3 ans d'un niveau bachelor. Certaines écoles vont être spécialisées peut-être par exemple dans des bachelors, mais d'autres écoles, et je vous donne en dessous l'exemple de Kedge, on va pouvoir trouver au sein d'une même école des programmes différents et des diplômes différents. Alors, je reviens sur ces différents programmes. Donc historiquement, et c'est souvent le plus connu, les écoles de commerce étaient en règle générale accessibles après 2 ans de classe prépa, ce qu'on appelle les CPGE, l'acronyme CPGE qui veut dire classe préparatoire aux grandes écoles, qui durait 2 ans, suivi d'un programme donc de 3 ans en école, ce qui permettait d'arriver à un diplôme de Bac+5, niveau Bac+5 de master. Dans un deuxième temps, certaines de ces écoles ont décidé de recruter des étudiants directement après le baccalauréat, et du coup, pour arriver au même niveau à la fin de la formation, de délivrer un enseignement sur 5 années consécutives, permettant de déboucher sur un diplôme de master à Bac+5. D'autres écoles ont lancé, développé, proposé des programmes en 3 ans seulement, qu'on appelle des bachelors, donc c'est un niveau Bac+3. Et enfin, pour compliquer un peu l'histoire, les dernières écoles auxquelles je pense ont décidé de développer des programmes en 4 ans qui vont être sanctionnés par un diplôme qu'on appelle un BBA. Voilà, donc une des premières questions qu'il va falloir se poser quand on va vouloir choisir une école, et vous voyez que sur Kedge, vous avez des programmes en 3 ans, des programmes en 4 ans et des programmes en 5 ans, c'est se demander quelle va être notre recherche. Est-ce que nous sommes à la recherche d'un programme en 5 ans, qui arrive directement, qui débouche directement sur un master en 5 ans, ou est-ce qu'on est plutôt à la recherche d'un programme en 3 ans ou d'un programme en 4 ans? Ce qu'il faut que vous notiez, c'est que les programmes en 4 ans, les BBA, en règle générale, sont des programmes qui vont avoir un contenu académique assez proche de celui du bachelor, mais avec une dimension internationale très forte. Donc ça peut être un critère de choix important si vous êtes particulièrement intéressé par des postes à l'international. Les programmes en 4 ans qu'on appelle des BBA peuvent être une alternative extrêmement intéressante, en particulier parce qu'ils vont vous permettre de passer énormément de temps à l'étranger. Certains programmes, vous allez regarder sur les sites, mais certains programmes vont proposer 3 ans dans 3 pays différents ou des départs très tôt dans des zones géographiques très différentes. Donc le BBA, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour cette dimension internationale. La question en revanche que posent les programmes en 4 ans ou en 3 ans, bien évidemment, c'est quid de la suite? Il ne faut pas se voiler la face, dans notre société française, la norme en règle générale sur les études supérieures est plutôt de sortir avec un niveau Bac+5, donc un niveau master. Ça signifie que si vous commencez par un bachelor en 3 ans ou si vous commencez par un BBA en 4 ans, vous devrez dans un deuxième temps faire choisir un complément de formation pour faire cette année complémentaire si vous êtes en BBA ou pour faire ces 2 ans complémentaires si vous avez validé un bachelor. Alors, contrainte ou opportunité, ça dépend.
certains peuvent penser que choisir directement un programme en 5 ans, c'est une certaine peut-être sérénité, puisque on va enchaîner les années dans un même établissement. D'autres peuvent, à l'inverse, imaginer que changer d'établissement peut être au contraire une opportunité. Une opportunité pour aller chercher des programmes peut-être plus experts dans une autre école, une opportunité aussi peut-être pour compléter par un master spécialisé dans une faculté, parce qu'un programme qui sera beaucoup plus pointu, beaucoup plus en adéquation aussi avec un programme, avec un projet professionnel qui n'est peut-être pas complètement abouti quand on est post-bac. Voilà. Donc il n'y a pas de hiérarchie entre le bachelor, le BBA et le programme en 5 ans, comme on le demande souvent. Il y a vraiment une question de choix. Et puis peut-être surtout de se dire revenons au contenu du programme, revenons peut-être à l'école. Une école, c'est aussi une marque que vous allez avoir sur votre CV à vie. Cette marque, elle est importante. Et puis ensuite, en fonction de votre choix 3 ans ou 4 ans, savoir que vous aurez de toute façon à compléter votre formation, mais en ayant aussi en tête qu'aujourd'hui, cette poursuite de formation se fait vraiment normalement. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, loin s'en faut. Et les passerelles entre les établissements, les passerelles des écoles vers les universités sont multiples. C'est aussi une très grande chance. Voilà, donc la première des choses entre les écoles, c'est avoir ça en tête et regarder ce que vous allez choisir. D'ailleurs, on va y revenir plus tard, mais quand vous allez choisir au sein des banques d'épreuves, vous n'allez pas choisir une école, vous allez vraiment avoir à choisir entre, par exemple, sur les banques d'épreuves Sésame, comme le montre l'exemple de Kedge, le BBA en 4 ans, ou bien le programme en 5 ans. Les deux programmes sont présents dans la banque d'épreuves de Sésame, mais vous aurez besoin de choisir auquel vous allez postuler quand vous allez vous inscrire sur cette banque d'épreuves-là. Au-delà de ces programmes, qui est quand même l'élément le plus prégnant, le plus marquant, bien sûr, vous allez pouvoir regarder d'autres éléments pour faire votre choix. Certaines, on l'a déjà un peu abordé avec les BBA, mais indépendamment des BBA, vous allez retrouver la même chose sur toutes les écoles, vont avoir une dimension internationale plus ou moins forte, mais aussi au sein de l'international, peut-être un choix de géographie qui ne sera pas le même. Certaines peuvent être davantage orientées vers le monde anglo-saxon, d'autres peut-être vers les marchés plus émergents. Ça peut être des choses qui peuvent vous intéresser. À vous également de regarder peut-être les stages, le nombre de stages, le rythme des stages. Ça peut aussi plus ou moins vous convenir par rapport à un souhait de partir très vite en stage ou au contraire peut-être d'y aller de manière plus progressive. Et puis la version ultime des stages, c'est l'alternance. Alors l'alternance, il ne s'agit pas de se dire que dès la première année après le bac, je vais choisir une école pour faire de l'alternance. Il s'agit plutôt d'avoir en tête que, en règle générale, au moment du master, bac plus 4 ou bac plus 5, master 1 ou master 2, un parcours en alternance, s'il est proposé par une école, peut être un vrai levier pour décrocher un emploi ensuite. C'est vrai que quand on a passé en alternance 2 ans, donc l'alternance veut dire que vous êtes à la fois en école et en entreprise. Vous êtes considéré comme vous avez un statut de professionnel, vous n'avez pas plus un statut d'étudiant, vous êtes en CDD, rémunéré par l'entreprise et votre formation en plus est prise en charge par cette entreprise-là. Mais donc vous passez beaucoup de temps en entreprise et c'est vrai que 2 ans en alternance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous sortez de l'école, vous n'êtes pas considéré comme un débutant. 2 ans d'alternance, c'est vraiment différent du temps passé par les étudiants en stage. On sait que vous êtes davantage en entreprise, que vous allez avoir du coup beaucoup plus de responsabilités et développer du coup une maturité professionnelle bien plus forte. Donc je vous engage, c'est tôt, mais en Master 1, en Master 2, je vous engage vraiment à étudier les dispositifs en alternance parce que ils valent vraiment la peine de s'y intéresser. Et puis, pour choisir au sein d'une école, enfin entre les écoles, bien sûr, il y a des classements. Alors, vous avez là un exemple d'un classement d'un journal qui est l'Étudiant.
qui est important d'avoir en tête, c'est qu'à partir du moment, peu importe finalement comment les classements sont faits, je ne vais pas rentrer moi dans le détail de la construction de ce classement, ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'à partir du moment où il existe, forcément, les employeurs vont avoir tendance à se référer à ce classement qui existe. Et donc, il a de la valeur. Regardez sur le site de l'étudiant les classements. Vous pouvez noter que dans le schéma que vous avez à l'écran, vous avez 4 colonnes, 3 pastilles vertes et une pastille noire. La pastille noire est le résultat de la somme des pastilles vertes. Les pastilles vertes correspondent à des caractéristiques différentes. L'excellence académique, c'est une note, donc la première note est par rapport à l'excellence académique. La deuxième note sera en fonction de l'ouverture à l'international et la troisième note sera en fonction de la proximité avec les entreprises. Donc là aussi, la note globale est un élément, un critère de choix bien sûr, mais peut-être que les notes de l'international, de l'entreprise ou de l'excellence académique peuvent être importantes aussi comme facteur de choix, comme critère de choix. Certains étudiants vont avoir envie d'un dispositif qui va être davantage, qui va être plus orienté vers, où cette excellence académique va être plus importante. On va être sur des profils peut-être un peu plus entre guillemets scolaires, sans que ce soit péjoratif. D'autres, à l'inverse, vont être davantage intéressés par le côté pratique de cette formation. Et là, pour le coup, le critère proximité avec l'entreprise peut être quelque chose à privilégier. Donc, je ne vous apporte pas des réponses, j'essaye de souligner tous les éléments que vous avez à votre disposition pour effectuer un choix qui, nous le savons, est compliqué à faire. Mais petit à petit, en allant sur les sites, en allant aussi dans les journées portes ouvertes des écoles, vous allez petit à petit commencer à mieux cerner toutes ces différences. Alors, une fois qu'on a parlé de ces écoles, on va s'intéresser à leur processus d'admission. En règle générale, les écoles vont avoir un processus d'admission en 2 phases. Une première phase consistera en des épreuves, un certain nombre d'épreuves écrites. Elle sera suivie par une deuxième phase comportant des oraux, des oraux de motivation et des oraux de langue en particulier. Autre point, la plupart, et heureusement, des écoles post-bac se sont réparties en banques d'épreuves pour les épreuves écrites. Banque d'épreuves, ça veut dire que vous allez passer une seule épreuve écrite et ça va vous permettre de passer les concours de plusieurs écoles. Une même épreuve écrite va vous donner accès à plusieurs écoles. Donc c'est vrai que ça va vous éviter de multiplier les épreuves écrites. Donc ça va être un facteur d'efficacité et de gain de temps important pour les étudiants. Néanmoins, les oraux, eux, qui correspondent à la deuxième phase de cette admission, seront toujours organisés de manière autonome par chaque établissement et sur leur site. Ce qui veut dire qu'en termes d'organisation, vous allez avoir une première phase où vous allez aller passer un écrit dans un lieu que vous allez pouvoir choisir, un seul lieu, et puis ensuite il va falloir très vite que vous organisiez ce que nous on appelle le Tour de France, puisqu'il va falloir qu'en fonction de vos résultats des écrits, vous positionnez sur aller passer les oraux dans les écoles qui vont vous intéresser. En règle générale, nous, on conseille d'aller passer peut-être entre 5, 6, 7 entretiens, parce qu'on sait bien que la première entretien, on n'est pas toujours complètement prêt, et que c'est important d'avoir du coup des moments d'entraînement, mais aussi de pouvoir avoir un choix à la fin de ces oraux. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur le choix d'une école, ayez également en tête que c'est ce moment où chaque candidat va pouvoir aller dans l'école, rencontrer des étudiants qu'on appelle des admisseurs qui vont l'accueillir, mais également rencontrer le corps professoral, puisque souvent les jurys sont composés de professeurs, l'équipe pédagogique, puisque souvent les jurys sont composés de professeurs. C'est souvent un moment qui est important pour le choix définitif d'une école. Souvent, quand on sort d'un oral, que ça s'est bien passé, qu'on a aimé cette école, on peut même remettre en question un choix théorique, a priori qu'on avait fait, pour choisir cet endroit dans lequel on s'est senti particulièrement bien. Alors, commençons par les écrits et revenons sur les banques d'épreuves. Donc le paysage des concours aux écoles de commerce post-bac, dans les banques d'épreuves, 2 sont particulièrement connus.
parce que elles correspondent aux écoles qui sont dans le haut du classement de l'étudiant, dont je vous ai montré tout à l'heure. Ces banques d'épreuves sont Accès et Sésame. Vous avez ensuite d'autres banques d'épreuves qui sont peut-être un peu moins sélectives que Accès et Sésame, puisqu'elles correspondent à des écoles dont le classement est un tout petit peu en deçà, mais qui restent extrêmement attractives avec des vraiment beaux programmes aussi. Ces deux banques d'épreuves s'appellent Passerelle Bachelor ou Écricom Bachelor. Et puis enfin, quelques écoles, je vous en cite là, Audencia, Montpellier, Toulouse ou l'ESCP par exemple, ont fait le choix de conserver des procédures d'admission qui va être indépendantes, qui va leur être propres. Et donc là, pour le coup, il va falloir aller à chaque fois sur chacun des sites des écoles pour bien comprendre les modalités pour être admis dans ces écoles-là. Avant de rentrer dans le détail des épreuves, il y a quelque chose qui est très important de comprendre, c'est que les écoles de commerce, quand elles accueillent des étudiants post-bac, elles accueillent forcément des étudiants qui viennent de parcours différents, scientifiques ou littéraires, économie, etc., etc. À partir de là, les épreuves qu'elles ont conçues ne font pas appel à des connaissances particulières, sauf peut-être pour certaines épreuves de culture contemporaine, et encore, c'est plutôt de la curiosité sur ce qui se passe que des connaissances à proprement parler dont on parle. Donc, pas de panique. Il ne s'agit pas d'avoir, contrairement à d'autres concours, à ingurgiter des connaissances, à passer du temps pour préparer et pour développer un savoir qui n'est pas dispensé par le lycée. Toutes les connaissances nécessaires sont celles dispensées par le lycée, largement je dirais, parce que pour vous donner un exemple, les épreuves de logique, qui sont des épreuves assez importantes, reines d'ailleurs même peut-être à ce moment-là des concours, nécessitent en règle générale, sauf pour une banque d'épreuves, nécessitent un niveau de 3e, niveau du brevet. Donc il n'y a pas besoin de savoir plus que ça. En revanche, et c'est là que les choses sont importantes, c'est que ce sont des épreuves dont on n'a pas l'habitude. Elles sont très différentes des épreuves du bac, et du coup, c'est vrai que c'est important de se familiariser avec les attendus derrière ces épreuves, et également de se familiariser aussi avec le timing, le temps d'une épreuve. On est dans un concours, on n'est pas dans un examen, et une des particularités d'un concours, c'est que le temps n'est pas fait pour qu'on puisse finir les questions, sinon ça ne serait pas un concours, si tout le monde pouvait avoir 20 sur 20. Donc c'est très important de se familiariser et de pratiquer, de mettre en place peut-être des stratégies différenciées en fonction de chacun ses points de force, les matières dans lesquelles on va être à l'aise, les questions dans lesquelles on va être à l'aise, qu'on va privilégier pour gagner des points, et à l'inverse les questions ou les matières peut-être qui ne seront pas nos points de force, et comme on ne va pas pouvoir tout faire, eh bien ce va être celle-là qu'on va choisir de ne peut-être pas travailler complètement. Alors, j'ai une question qui est quel changement avec Parcoursup? J'attendais ce moment pour aborder cette question-là. Alors, la première des choses, c'est que aujourd'hui, Access et Sésame seront dans Parcoursup. Ce n'est pas une nouveauté, puisque les écoles d'ingénieurs post-bac sont dans Parcoursup depuis très longtemps. Donc ça veut dire concrètement que quand vous allez formuler vos vœux sur Parcoursup, il va falloir que vous consacriez un vœu à la banque d'épreuves Accès et un vœu à la banque d'épreuves Sésame. Ce qu'il ne veut pas dire, et c'est un point de vigilance forte, que ça se terminera là. Il faudra également et en plus vous inscrire sur cette banque d'épreuves Accès et sur cette banque d'épreuves Sésame. L'inscription dans Parcoursup ne vaut pas pour l'inscription au concours. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il est bien évident que s'il y a concours derrière, après l'inscription de Parcoursup, vous n'allez pas avoir un retour comme pour d'autres choix de formation, un IUT ou une faculté pour en citer deux, en disant oui, non sur liste d'attente. Vous vous inscrivez. Et la réponse que vous aurez, elle va être donnée par les écoles après que vous ayez passé les écrits et les oraux.
Voilà, donc ça c'est la première de l'impact de Parcoursup qui engendre un temps beaucoup plus court que historiquement, pour ceux peut-être qui avaient l'habitude de ces épreuves des écoles de commerce l'année dernière ou précédemment, il y avait un laps de temps assez long entre la phase des écrits et la phase des oraux qui permettait de prendre le temps de cette préparation à l'épreuve orale. Aujourd'hui, forcément, les épreuves et les écoles de commerce, Accès Sésame, et les autres aussi d'ailleurs, vont toutes avoir besoin de se caler au planning de Parcoursup et donc d'être en mesure de donner des réponses à partir en gros de mi-mai. Ce qui veut dire que les écrits et les oraux vont s'enchaîner. Voilà ce que je peux dire. Une dernière remarque, pardon, c'est dans le concours Sésame. Aujourd'hui, c'est le seul que nous ayons vu avec cette particularité. On va demander et on va du coup annoncer qu'on regardera le dossier scolaire. Le dossier scolaire, ça va être les notes de la première et du premier semestre de terminale, les notes du bac français également. Donc ça peut être un sujet pour des dossiers scolaires qui peut-être ne sont pas exactement au niveau souhaité. Il faut que je rajoute du coup que les coefficients attribués à ce dossier scolaire sont très différents d'une école à l'autre. J'ai regardé quelques exemples pour vous les donner. Sur Sésame, donc sur les programmes en 4 ans, l'ESSEC donne un coefficient 10 au dossier scolaire, 10 sur 30, donc un tiers des notes, un tiers de la note finale des écrits en fait va être donné par le dossier, alors que l'EM Lyon va donner uniquement un coefficient 2 à ce dossier scolaire. Donc là aussi, quand je parlais de stratégie, c'est clairement ça une stratégie dans le choix des écoles que vous allez pouvoir faire effectuer au sein de Sésame, en fonction du niveau de votre dossier scolaire, de privilégier peut-être des écoles comme l'ESSEC qui vont valoriser ce dossier scolaire, ou à l'inverse, de privilégier des écoles comme l'EM Lyon qui vont être plus orientées sur le résultat des épreuves de ces concours. Avant de continuer sur les concours, je vois une question que je n'avais pas, à laquelle je n'ai pas répondu pour l'instant, qui est qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans une école de commerce? Ben, ça revient un peu à ce que je disais en introduction. On va avoir des cours qui correspondent à tous les métiers dans tous les métiers d'une entreprise. Donc dans une entreprise, vous allez bien évidemment des pôles autour de la gestion, de la finance, et vous allez donc avoir des cours de compta, de contrôle de gestion, de finance, de fiscalité aussi. Vous allez aussi avoir des métiers qui sont de l'ordre du commercial, donc vous allez avoir des cours sur des métiers du commercial, de la négociation et de la vente, des techniques de négociation et de la vente. Vous allez avoir des cours autour des métiers du marketing et de la communication. Vous allez avoir aussi des cours autour de métiers des ressources humaines, comment construire une évaluation d'un salarié par exemple, comment mettre en place un dispositif de motivation d'un salarié également. Voilà, donc c'est extrêmement varié ces enseignements au début en tout cas. Et petit à petit, l'étudiant va pouvoir choisir des spécialités qui vont correspondre à peut-être une orientation sur les métiers marketing communication ou peut-être une orientation sur les métiers de la finance et de la gestion. Avec un premier moment avec un tronc commun pour tout le monde. Et puis à partir de la 3e année, pour les écoles en 5 ans, 3e, 4e et 5e année, la possibilité de choisir des options pour pouvoir justement développer une expertise sur une famille de métiers en particulier. Le programme Grande École est vraiment le programme en 5 ans. C'est le programme, je fais une petite parenthèse pour répondre aux questions, le programme, ce qu'on appelle PGE, Programme Grande École, c'est le programme qui va arriver sur ce diplôme de 5 ans, niveau master. Le bachelor, c'est un programme en 3 ans, et le bachelor, c'est l'équivalent de la licence en fac. Donc on est vraiment sur un niveau Bac plus 3, et comme je disais tout à l'heure, qui dit niveau Bac plus 3 va demander un complément de formation, soit dans la même école,
on va faire un Master 1, un Master 2 dans l'école dans laquelle on se trouve, soit dans une autre école, ça peut être l'occasion de passer d'un bachelor à Grenoble vers un Master 1, un Master 2 à l'EM Lyon, ou également de finir à l'université si on veut compléter par quelque chose peut-être un petit peu plus conceptuel, ou si on a identifié dans une université un programme qui est particulièrement en adéquation avec son projet professionnel. Les spécificités des écoles de commerce post-bac, c'est que justement vous allez avoir 5 ans pour suivre cette formation, et qu'en 5 ans on fait beaucoup plus de choses finalement, et en particulier beaucoup plus de temps en stage, beaucoup plus de temps à l'étranger. Et c'est vrai que par rapport à un parcours où on va commencer par une classe préparatoire qui va dire des choses sur un étudiant, hein, sur sa capacité à travailler, à s'organiser, peut-être son goût de la compétition aussi, son sérieux, surtout sa capacité à travailler beaucoup. Quelqu'un qui va avoir fait une école en 5 ans va présenter un profil différent avec beaucoup plus d'expérience pratique et beaucoup plus peut-être aussi d'expérience à l'étranger. Donc ce sont 2 profils différents qui sont valorisés de manière égale, je pense, par les employeurs, peut-être en fonction de leur profil eux et de leurs affinités personnelles. Là encore, il n'y a pas forcément mieux ou moins bien, il y a des choses qui sont différentes, des orientations qui sont différentes. Mais des étudiants qui, en sortant de Bac+5, vont avoir acquis une maturité professionnelle forcément supérieure, puisqu'ils auront passé beaucoup plus de temps dans les entreprises et à étudier ces métiers qui sont ces métiers et ces matières professionnelles. Comment accompagner au mieux l'enfant durant une année de concours? Je vais y revenir tout à l'heure puisqu'on va parler un peu du rythme. Mais je pense que ce qui est important, c'est avoir conscience que ce sont des matières qui n'ont rien à voir avec celles de la terminale. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas forcément bon en histoire qu'on va pas réussir ces concours. Que ce sont des épreuves qui sont accessibles. Je reviens du coup aux compétences qu'elles sont censées mesurer. Ce sont des épreuves qui sont intelligentes. Elles vont mesurer des compétences qui sont des compétences dont on a besoin dans le monde de l'entreprise, le monde professionnel. Elles vont mesurer la capacité à faire de la synthèse et de l'analyse. On fait tous en entreprise des comptes rendus de réunion, des comptes rendus d'activités, des épreuves qui vont être là pour évaluer votre logique. Or, j'ai souvent tendance à dire que la règle de 3 est quelque chose quand même de très important et de très utile dans notre vie quotidienne. Des épreuves qui vont évaluer votre niveau en anglais, et on sait bien que c'est essentiel. Et puis l'expression orale, et parce que on a tous besoin, à un moment ou à un autre, de prendre la parole pour expliquer un projet qui nous motive, pour convaincre de l'intérêt de ce projet. Donc, ce que les écoles recherchent, c'est vraiment des choses qui sont nécessaires dans le monde professionnel, qui sont très différentes de ce qu'on a terminé en terminale. Et donc je pense que le rôle du parent, c'est sûrement de participer à la confiance. Tout étudiant de terminale va se poser plein de questions sur ses capacités à réussir des concours, être mieux que d'autres candidats. Tout candidat qui se prépare régulièrement, et c'est aussi l'autre clé, c'est la régularité. Vous ne passeriez pas le bac si vous n'avez pas fait des bacs blancs, on ne va pas à un concours si on ne s'est pas entraîné, encore plus pour un concours que pour un examen qui va proposer des épreuves de nature différente. Donc l'entraînement est important, et pour progresser, la régularité est importante. On estime en règle générale qu'une préparation à des concours doit à peu près... On doit y consacrer 3 heures par semaine. Après, à chacun de trouver son rythme. Ça peut être 3 heures qu'on va dédier à ce concours pendant le week-end, ou ça peut être à l'inverse, un choix fait de consacrer 1 heure 3 fois par semaine. 1 heure le mardi, 1 heure le mercredi soir, 1 heure le jeudi. Peu importe le rythme, ce qui est important, c'est la régularité, et éviter je le ferai demain, et puis je le ferai demain, et puis finalement je ne l'ai pas fait, je le ferai la semaine prochaine. C'est ça le piège en fait. Voilà, donc c'est ça qu'il faut mettre en place, une espèce de rituel. On y va régulièrement et petit à petit, sans stress, et vous allez voir que les épreuves, on les appréhende assez facilement si on met en place cet entraînement dans la régularité. Alors, je vais rentrer maintenant dans le détail de certaines des banques d'épreuves. Je vais commencer par Access. Access, c'est la plus connue parce que
Dans les classements en règle générale, vous avez l'IESEC qui est l'école la plus reconnue et l'ESCA, et en règle générale, ça va dépendre des années des classements, est plutôt considéré comme en 3e position. Donc la particularité de cette banque d'épreuves, c'est de proposer 3 écoles qui ne proposent, elles, que des programmes grande école en 5 ans. Donc, elles vont délivrer un diplôme d'un niveau Bac plus 5, d'un grade de master à l'issue de cette scolarité. Donc, l'étudiant là va passer ses 5 ans dans l'école qu'il aura intégrée. Petite remarque complémentaire, dans chacune des écoles, l'IESEC, l'ESCA et toutes les autres après, vous verrez qu'il y a des campus différents. L'IESEC a des campus à Paris comme l'ESCA, mais également en province. Il est clair que le niveau de sélectivité de l'IESEC va être plus important sur le campus de Paris que sur le campus de province. Idem pour l'ESCA. Donc ça veut dire que choisir une école, c'est une chose, mais après, dans un deuxième temps, en fonction de votre niveau de classement aux écrits, vous aurez ou pas la capacité de choisir un campus à Paris ou en province, en fonction donc de vos résultats. Pour passer les concours, ça a un coût. Donc pour les parents, je vous indique là le coût. Vous avez là un coût de 120 € pour vous inscrire à cette banque d'épreuves accès. Et à chaque fois que vous allez choisir une école, vous allez avoir un coût additionnel de 80 € par école. Typiquement là, vous pouvez choisir, et ça sera un vœu de Parcoursup, de vous inscrire à la banque d'épreuves accès. Et en dessous, vous allez choisir IESEC et ESCA, qui seront ces fameux sous-vœux que vous pouvez faire à l'intérieur de chacun des vœux. Les écrits se passent le 9 avril et les oraux, donc vous voyez, ça s'enchaîne beaucoup plus qu'avant, se passent du 23 au 30 avril. Dès que vous avez le résultat des écrits, il est essentiel, et c'est vrai pour cette banque d'épreuves et pour toutes les autres, de contacter directement l'école pour pouvoir prendre date de votre journée d'oral. Les dates disponibles vont être prises très vite et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire le jour même de résultat des écrits, l'heure même où vous avez les résultats sur vos écoles qui sont les écoles préférées de cœur. Vous positionnez tout de suite pour réserver votre jour pour passer votre oral. Alors ces épreuves, pour entrer un peu plus dans le détail par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc vous avez là une épreuve d'anglais qui dure 45 minutes, qui va être sous forme de QCM avec des questions de grammaire et des questions de compréhension écrite sur un texte que vous aurez lu. Ces épreuves d'anglais, elles sont vraiment calquées sur le programme de terminale et elles correspondent vraiment à ce que vous avez vous apprenez en terminale, bien sûr, avec quelques pièges récurrents, avec des choses qu'il faut que nos professeurs qui sont des experts des annales de tous ces concours vont avoir l'habitude de souligner. La deuxième épreuve, donc, c'est raisonnement logique et mathématique, des questions de logique et ça c'est une particularité de ce concours, des questions de mathématiques. Accès et en particulier l'IESEC est le seul concours qui vraiment fait la part belle aux mathématiques. Dans d'autres programmes, vous allez avoir des épreuves de logique et pas forcément des épreuves de pure mathématiques. Accès en plus, dans les épreuves de mathématiques accès, vous allez trouver des contenus qui sont vraiment des contenus qui correspondent à la programme de terminale S. Ce qui veut dire que pour un étudiant qui suit un parcours ES, il va être important de vérifier que les concepts, je pense par exemple à l'intégrale, sont compris, ou sinon de prévoir un complément, soit un cours particulier, soit nous proposons, on va le voir plus tard, des week-ends spécifiquement dédiés à du renfort sur le concours Maths Accès, afin à ce que là, ce niveau de connaissance qui est un peu plus élevé que pour tous les autres concours soit complètement acquis. Donc là, ça va être 2h30 sur cette épreuve de logique et de mathématiques. Une épreuve de synthèse de 3 heures. Alors l'épreuve de synthèse, c'est vraiment pas une somme de résumés de texte. Vous allez avoir un corpus de différents textes et à partir de là, on va vous demander
d'en identifier une problématique qui va permettre de rassembler l'ensemble de ces textes et que cette problématique puisse être l'ossature de votre copie, mais que cette problématique soit suffisamment large pour pouvoir permettre la synthèse des grands points de vue que vous allez trouver dans chacun des textes. Donc c'est un exercice qui est très différent, qui peut paraître très compliqué si on n'a pas les outils. Chez PGE, on a vraiment beaucoup travaillé sur de la méthode. On est allé d'ailleurs rencontrer des personnes qui sont en cabinet ministériel et qui ont l'habitude de faire des notes de synthèse pour mettre à la disposition des étudiants des outils sur la façon de lire, sur la prise de notes, sur l'organisation des idées, etc., qui vont lui permettre de gagner un temps fou et d'être vraiment je dirais en pilote automatique. En règle générale, les étudiants qui ont ces outils se reconnaissent le jour des épreuves parce qu'ils vont faire tous à peu près la même chose à 2 à 3 minutes d'écart, mais c'est vraiment très rassurant de savoir comment appréhender une épreuve qui peut paraître aussi déstabilisante. Ouverture culturelle, c'est un autre sujet avec lequel parfois les étudiants ne sont pas très à l'aise. C'est un QCM de 65 questions, un QCM qui va couvrir beaucoup de thèmes, mais dans lequel on va retrouver quand même des sujets qui sont toujours un peu récurrents. L'Europe, quelque chose que les concepteurs d'épreuves aiment bien. Il est aussi clair que tout ce qui va être de l'ordre de l'actualité, qu'elle soit sportive, qu'elle soit politique, ou en tout cas l'actualité dans les 6 derniers mois, va donner lieu à des questions dans ces QCM. Donc nous, on va vous expliquer un peu quels sont les attendus, qu'est-ce qu'il y a derrière ces questions d'ouverture culturelle et surtout la façon de continuer à être curieux pendant toute cette année de façon à avoir un maximum d'informations pour répondre à un maximum de questions. Il faut néanmoins savoir que c'est pas l'épreuve qui va être le plus discriminante, ce qu'on appelle l'écart type des notes sur cette épreuve, de par, je pense, le nombre de questions élevé qui fait qu'on peut toujours répondre à quand même une bonne partie de questions. C'est pas sur ces questions qu'on va faire la différence par rapport à de la synthèse ou par rapport à un raisonnement logique et mathématique. Donc il faut déstresser par rapport à cette épreuve-là. Et puis, épreuve orale, vous allez trouver un entretien de motivation et puis un entretien d'anglais que vous allez retrouver d'ailleurs dans la plupart des autres écoles. Et du coup, je vais passer directement sur le concours Sésame pour vous montrer la ressemblance entre ces concours. Donc, Sésame, là on est sur 14 écoles, mais 17 programmes. Vous avez là, en dessous, la liste des écoles et des programmes. Et la particularité de Sésame, contrairement à Access, c'est de proposer à la fois des programmes en 4 ans, ces fameux BBA, BBA de l'ESSEC, BBA de l'ELM-Lyon, pour citer les 2 premiers que vous voyez, mais également des programmes en 5 ans, donc des programmes grande école en 5 ans, ou des programmes avec des vocations un peu plus internationales, en 5 ans également, qui vont délivrer un grade Bac plus 5 Master. Coût de la banque d'épreuves 120, 80 € par école que vous allez choisir. Donc là encore, Sésame, ça va être dans Parcoursup un vœu, de vos 10 vœux. Et ensuite, les écoles que vous allez choisir vont être les sous-vœux que vous allez pouvoir noter sur Parcoursup. Épreuve écrite pour vous montrer les ressemblances. Donc on revient sur de l'anglais avec 40 questions en QCM. La particularité par rapport à Accès, c'est que vous avez là également une deuxième langue, une LV2, que vous ne retrouvez pas sur Accès. Raisonnement et compétences en 1 heure, c'est de la logique, un QCM de 45 questions. Donc vous voyez par rapport à Accès, je vais revenir en arrière, Accès on était sur 2h30 sur la partie mathématiques et logique, donc logique 1 heure à peu près, mais 1h30 dédiée uniquement aux mathématiques, alors que Sésame, on reste uniquement sur 1 heure consacrée à cette partie logique. Une analyse documentaire qui est en fait une version en QCM de la synthèse de texte. Vous allez avoir également un corpus de texte
Et à partir de là, vous allez avoir des questions de repérage pour voir si vous avez bien compris, avez développé une bonne compréhension du texte, des textes et un peu de la finesse des points de vue et des raisonnements. Et puis pour finir, 40 questions qui vont être des questions de culture générale, mais en règle générale quand même, qui s'appuient sur le corpus de texte que vous allez avoir découvert pendant cette épreuve. Donc je vous le disais, le dossier avec des coefficients différents selon les écoles. Pour certaines d'entre elles, et en particulier les parcours à Bac+5, cette note sur les dossiers, a priori, devrait être des notes bonus pour des dossiers qui sont de bonne facture, de bon niveau. Et puis, épreuve orale, même chose, vous allez être confronté à des épreuves, des entretiens de motivation, d'anglais. Et puis pour certaines écoles, mais pas pour toutes, en particulier les BBA, de par leur dimension internationale forte, vous allez avoir une LV2 en plus. Voilà. Donc si on regarde Accès et Sésame, Accès, 3 écoles seulement, beaucoup plus orientées sur les mathématiques. Sésame, 14 écoles, 17 programmes, et puis une dimension internationale donc plus claire, on le voit dans les programmes des BBA en 4 ans, et on le voit aussi dans les épreuves, avec une LV2 qui est nécessaire pour les BBA, qui est demandée à la fois sur les écrits et également sur les oraux. D'autres concours, je vais passer peut-être plus rapidement. Donc je vous avais parlé d'écrits comme bachelor. Donc là vous avez Kedge, Rennes et Strasbourg qui vont être présentes sur cette banque d'épreuves, donc des programmes en 3 ans, ces fameux bachelors dont on parlait tout à l'heure. Une particularité là pour le coup, dans la même journée vous avez les écrits et les oraux. 30 mars ou 24 avril, vous allez pouvoir choisir une des 2 dates. Sur les épreuves écrites, post-bac, en fait c'est une épreuve de logique et ensuite une épreuve d'anglais. Donc vous voyez très bien que quand vous êtes prêt pour Accès Sésame, ben, vous êtes prêt aussi pour écrit comme bachelor, puisque ce sont la même nature d'épreuves, un peu plus avec l'épreuve de synthèse en particulier en moins. Et les épreuves orales sont exactement les mêmes. Pass ou bachelor passerelle bachelor. Vous avez la même chose, de la logique, de l'anglais, de la logique, du dossier scolaire pour passerelle bachelor, pas sur la banque d'épreuves PASS, mais commentaire, la banque d'épreuves PASS est en train de changer son contenu. Et si vous allez sur le site, vous verrez qu'on annonce des nouveautés. On les a annoncées pour septembre, on est en novembre, mais on n'a toujours pas vu les nouveautés. Donc ce que je vous présente là sur PASS est encore peut-être un peu hypothétique. Mais le point important à retenir, c'est que si vous êtes préparé pour Accès Sésame, il est clair que vous avez toutes les billes en main pour passer les banques d'épreuves, les autres banques d'épreuves, et pouvoir du coup compléter. Avec d'autres écrits, une recommandation forte de mon point de vue, c'est qu'il ne faut en aucun cas partir sur une seule journée d'écrit. On peut avoir tout, on peut tout imaginer sur une journée, on peut être malade, on peut rater un écrit, et c'est vraiment dommage et dangereux de tout miser sur une seule journée d'écrit. Donc nous, notre recommandation extrêmement forte, c'est au minimum de choisir 2 écrits. Donc ça peut être Accès Sésame, ça peut être Sésame et passerelle bachelor par exemple. À vous de choisir en fonction de votre ambition, mais en tout cas, vraiment de faire cet effort de passer 2 journées sur les écrits, puisque les épreuves sont les mêmes. Et ensuite, comme je disais, de partir en oral avec plutôt 5-6 école dans lequel vous allez passer les oraux. L'objectif, c'est vraiment de vous donner à la fin un vrai choix pour choisir l'école qui va vous accueillir après votre année de terminale. Je vous avais cité quelques bachelors indépendants. Je reviens là sur le SCP Audencia pour dire, je me répète, que finalement c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que sur le SP, sur le bachelor de l'SP, vous allez avoir le dossier qui va entrer en ligne de compte. Et là, pour le coup, quand il n'y a pas d'épreuve écrite, le dossier est extrêmement regardé. Donc c'est très important d'avoir en tête que pour candidater à ces bachelors importants, il est essentiel d'avoir un dossier de très bon niveau.
Et puis ensuite, un niveau d'anglais, le test de logique, et puis l'entretien de motivation. Sur Audencia, le bac français, la logique et l'anglais. Et vous allez avoir, dans les épreuves orales, dans la note à l'oral va être prise en compte la note que vous aurez eue au bac à l'oral, et puis motivation anglais. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris maintenant que toutes ces écoles vraiment ont des concours qui peuvent paraître différents, qui vont être plus ou moins larges, avec un nombre d'épreuves plus ou moins important, mais qui, aux mathématiques chez Accès Prêt, vont être très proches. Et ça, c'est quelque chose, c'est une grande chance pour pouvoir préparer et présenter un maximum d'écoles. Alors, je regarde si j'ai des questions qui sont apparues depuis que j'ai répondu aux précédentes questions. Eh bien non, donc on va continuer. En parlant de chances de succès, je vous ai remis là peut-être pour mémoire, si vous êtes déjà allé sur internet, les taux d'admission en règle générale sur certaines des écoles. Donc l'ESSEC en règle générale, vous allez avoir un taux d'admission de l'ordre de 12%. Donc 12% des candidats qui ont postulé vont intégrer cette école. L'ESSEC, l'ESCA, ou pas, pour vous donner un exemple sur le BBA de l'ESSEC pour Sésame, tout ça est très proche. Quand on voit les résultats de PGE-PGO, la conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut préparer. PGE-PGO, pas forcément PGE-PGO. Il est important de préparer. On voit très bien que entre un étudiant qui n'a pas préparé et un étudiant qui a préparé, les chances de réussite sont absolument incomparables. Et ça se comprend. Et je vous l'ai dit en introduction, ces épreuves sont de nature différente, il faut s'entraîner, il faut être accoutumé, il faut maîtriser le timing, il faut comprendre les attendus, comprendre les pièges. Et une préparation va permettre tout ça et va permettre du coup de passer à un 12% en moyenne à des taux qui, on le voit par exemple sur les SEG à 76%, l'EXA à 88%, le BBA à 88%, qui n'ont rien à voir et qui bouclent avec ce que je disais tout à l'heure sur comment accompagner son fils ou sa fille en terminale sans lui donner confiance. Il n'y a pas de raison, avec vous voyez 98% de réussite sur Accès Sésame, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Il n'y a pas de raison du coup de ne pas se donner les moyens pour arriver au succès qu'on peut obtenir en candidatant à ces écoles de commerce. C'est faisable, c'est accessible, ça demande du travail, c'est clair, ça demande du travail à un moment où il faut aussi passer le bac. Néanmoins, ces écoles savent bien qu'il faut aussi que les élèves de terminale passent le bac, donc c'est conciliable avec un peu d'organisation et avec un peu, bien sûr, de régularité, comme je disais tout à l'heure, dans la préparation. Alors, on a parlé donc de choix de ces écoles. C'est vrai que c'est souvent la question qui revient en boucle et en boucle. C'est pas facile. Je vous engage vraiment, d'ici à Parcoursup qui va commencer fin janvier, à aller visiter les écoles lors de journées portes ouvertes ou au minimum de vous rendre sur les salons pour rencontrer les écoles, au moins les étudiants. Ça sera une bonne façon de commencer à comprendre de l'intérieur ce que ces écoles proposent. Ensuite, on a vu que les choix pouvaient se porter sur la longueur d'un programme, 3, 4 ou 5 ans, une marque. Je vous disais que les noms des écoles sont connus par les employeurs. On peut aussi s'interroger sur l'étranger, à quel moment on veut partir à l'étranger, combien de temps on veut passer à l'étranger. On peut aussi s'interroger sur est-ce qu'on veut partir en province ou pas. Certaines écoles sont parisiennes, d'autres écoles ont des campus en province. Et puis on l'a vu, les classements, parce qu'elles sont souvent corrélées à la reconnaissance des entreprises. Ces dispositifs d'alternance qui peuvent être quelque chose d'intéressant en fin de cursus. Voilà. Mais j'ai commencé par mon dernier point qui est vraiment, ça prend du temps, mais décembre et janvier, c'est vraiment le moment d'aller rencontrer les écoles. Et dans la mesure du possible, sur les écoles qui sont les écoles vraiment de cœur, de rentrer dans l'école, d'y aller, de rencontrer une équipe pédagogique, un corps enseignant et d'échanger avec eux. Et aussi les étudiants, bien sûr. Alors, qui sommes-nous PGE-PGO PGE-PGO a été créé en 2004. Nous sommes spécialistes de la préparation des concours des écoles de commerce, des écoles Sciences Po et des écoles d'ingénieurs. Que ce soit post-bac ou en admission parallèle ensuite à bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4.
sachant que ces épreuves se ressemblent beaucoup en règle générale. Notre dispositif, notre dispositif, il est en 3 temps, c'est un triptyque. Il y a un espace de travail en ligne qu'on appelle un espace de e-learning, un moment de présentiel, soit sous forme d'un stage intensif d'une semaine, soit sous forme d'un accompagnement hebdomadaire plusieurs week-ends. Et ensuite, pour la préparation essentiellement tournée vers les écrits, et ensuite beaucoup plus proche des oraux pour un entraînement aux oraux spécifiquement construit par rapport aux écoles que vous allez vraiment présenter à l'issue de vos résultats aux écrits. Alors, stage intensif ou formation hebdomadaire, il n'y a pas là non plus de meilleur choix, c'est vraiment en fonction d'un profil d'étudiant. Certains étudiants nous disent, moi j'ai pas envie d'y consacrer toute l'année en permanence, je préfère m'y consacrer de manière très intensive à fond pendant une semaine de vacances que je vais dédier à cette préparation-là. Point. D'autres étudiants, à l'inverse, et vous connaissez vos fils, vos filles, ou vous connaissez vous-même aussi en tant qu'étudiant, vont se dire « Ah non, moi je sais que j'ai besoin d'être encadré. Si je veux faire cette préparation de manière régulière, c'est important que toutes les semaines, je passe un moment en cours avec des professeurs qui vont m'accompagner sur une préparation du coup beaucoup plus régulière. » Le stage intensif, c'est une semaine. Une semaine chez PGE Peugeot, c'est 7 jours entiers, soit pendant Noël, soit pendant décembre. La formation hebdomadaire, ça va être 18 journées à peu près, soit des samedis après-midi, soit des dimanches. Vous avez sur le site le calendrier plus précis. Ça va commencer le 15 novembre, donc très bientôt, et ça va se terminer début avril, juste avant les concours. Donc voilà, soit la régularité et la progressivité, soit au contraire un format intensif. Après Noël ou février, là aussi, ça dépend des profils d'étudiants. Certains étudiants préfèrent s'y mettre plus longtemps à l'avance et être rassurés sur le fait d'être en maîtrise. Et d'autres étudiants savent bien qu'ils ne s'y mettront qu'au dernier moment et préfèrent enchaîner en février un moment de préparation, des derniers entraînements pour partir fin prêt dans la foulée à chaud sur le concours au mois d'avril. Là aussi, on a mis en place des dispositifs qui sont là pour convenir à chacun. En plus de ce moment en présentiel, sachant que je lis stage intensif au pluriel, mais en revanche, c'est parce que vous avez le choix entre Noël et février. En revanche, il ne s'agit pas de faire 2 fois une semaine. La préparation au concours des écoles de commerce se fait en une seule semaine. Une seule. Vous avez bien d'autres choses à faire, en particulier le baccalauréat. Et donc, une seule semaine à dédier, c'est déjà beaucoup. Mais ce dispositif fonctionne parce qu'il est couplé avec cette plateforme d'apprentissage à distance qui a 2 objectifs. Le premier, c'est avant les cours, vous permettre d'avoir déjà accès à des méthodologies, des supports de cours qui vont vous présenter les épreuves, les pièges, la méthode pour réussir. Et puis aussi qui va vous confronter à des exercices avant même d'avoir fait le cours. Ce qu'on appelle en règle générale dans le monde des écoles la pédagogie inversée. On va vous confronter à des exercices de logique et on va aussi vous donner la possibilité de faire des devoirs de synthèse. L'objectif n'est pas que vous ayez des bonnes notes, l'objectif c'est que vous puissiez comprendre les difficultés auxquelles vous allez être vous-même confronté en fonction de vos facilités et au contraire peut-être vos zones de difficulté. Pour rester sur la synthèse, certains étudiants ont du mal à identifier les informations importantes, d'autres vont avoir du mal à structurer un raisonnement, une problématique, d'autres vont avoir du mal à gérer un timing ou des difficultés dans la rédaction, dans la conclusion. Chacun ses spécificités. Donc c'est très important d'avoir fait ces devoirs-là et ces exercices en logique aussi pour arriver déjà en ayant cette conscience-là au stage. Vous allez gagner énormément de temps en stage si vous avez fait ces exercices de préparation. Il ne s'agit pas d'en faire énormément, mais il s'agit d'en faire 1 ou 2 dans chacune des épreuves de nature différente pour avoir cette sensibilité-là. Et aussi vos professeurs que vous allez rencontrés pendant les stages, ce sont ceux qui auront corrigé vos copies. Donc eux aussi auront cette compréhension des difficultés sur lesquelles il va falloir travailler. Le stage intensif, comment il se passe? Une journée par matière.
On sait que c'est beaucoup plus efficace de ne pas changer, de ne pas faire 2 heures de maths ou de logique, 2 heures de français, 2 heures d'anglais. Une journée va être consacrée à chacune des matières, une journée pour la synthèse par exemple accès, pour la préparation accès sésame, une journée sur la préparation sésame, puisqu'elle est de nature différente, le professeur ne sera pas le même, une journée sur l'anglais, une journée sur les maths, une journée sur la logique, une journée de concours blanc, et puis une journée qui va nous servir à commencer à préparer les oraux. Donc vraiment, à chaque épreuve, une journée lui est dédiée. C'est important parce que du coup, le professeur aussi aura toute la journée afin de faire en sorte que la classe entière soit prête. Et ce dispositif pédagogique, vous allez le retrouver aussi sur les formations hebdomadaires. À chaque fois que vous allez être en cours un samedi ou un dimanche, vous allez faire uniquement une seule matière avec le professeur référent dans cette matière qui va vraiment pouvoir vous accompagner et vraiment privilégier la progression pédagogique de chacun des étudiants pendant cette journée de formation. Une fois que vous avez fait le stage intensif, ou au fur et à mesure que vous venez en stage de formation hebdomadaire, eh bien, vous continuez à utiliser votre plateforme de e-learning qui là va avoir comme objectif de continuer l'entraînement. Vous avez préparé le stage avant avec cette plateforme, vous êtes maintenant en maîtrise grâce aux cours en présentiel que vous avez passé, et bien la plateforme va continuer à proposer des devoirs et des exercices jusqu'à la veille du concours pour continuer à vous mettre dans la pratique et l'entraînement et continuer à maîtriser cette dimension de temps des épreuves, de différentes natures de questions, etc., etc. Et que vous arriviez vraiment complètement prêt le jour de l'épreuve. La préparation aux oraux, donc on va commencer à s'en occuper en février ou en décembre, mais vraiment on va la travailler, comme je le disais, au mois d'avril, quand on saura quelles sont les écoles que vous voulez préparer, puisque certaines écoles vont avoir des spécificités sur la façon dont elles organisent les oraux. Et puis en optionnel, vous pourrez avoir accès à ce fameux week-end Math Accès dont je vous parlais. On le propose toujours après, donc pour ceux qui font le stage en février, ce sera le 18 et 19 janvier. Pour ceux qui font le stage en février, ce sera en mars. L'idée, c'est vraiment de commencer par faire le stage et de voir ensuite avec le professeur de maths si cette option est nécessaire pour avoir le niveau requis pour cette épreuve de Math Accès. Et puis, pour continuer, ceux qui veulent vraiment continuer à peaufiner leur entraînement, vous aurez la possibilité de passer un concours blanc accès le 28 mars et un concours blanc sésame le 29 mars, en plus des concours blancs qui vous seront déjà proposés pendant les stages ou pendant la formation hebdomadaire. Donc les matières, forcément les matières du concours, je ne vais pas y revenir. Les formats, je vous en ai déjà parlé. Également les horaires peut-être, quand on est sur les stages intensifs, on est plutôt du 9h à 18h30, 19h, donc c'est vraiment des journées intensives. Sur les formations continues, les formules continues, on va être sur l'après-midi du samedi, puisqu'on sait que vous avez souvent cours le samedi matin, ou sinon sur 6 ou 7 heures de cours le dimanche. Le e-learning, je reviens un peu, donc vous allez avoir des supports de cours, des devoirs et des corrections. Quelque chose de très important pour nous, c'est l'accès aux devoirs des autres étudiants. On sait que c'est aussi, on réfléchit beaucoup à la pédagogie et à la façon de vous aider. Et on sait que la correction d'un professeur est parfois tellement loin du niveau qu'on pense avoir quand on est étudiant qu'elle paraît inaccessible, alors que se comparer à une bonne copie, c'est toujours beaucoup plus facile. Se comparer à une bonne copie, se comparer à une mauvaise copie. Et donc, pour chacun des devoirs de synthèse, par exemple, vous aurez votre propre devoir avec vos corrections personnelles. Vous aurez bien sûr une correction magistrale, mais vous aurez aussi accès à toutes les copies de tous les autres étudiants. Ce qui vous permettra de voir si vous avez 12, qu'est-ce qu'a fait un étudiant pour avoir 18, ou à l'inverse, qu'a fait aussi un étudiant qui a eu 5 comme bêtise et qu'il ne faut pas faire. Donc, cette comparaison à vos pairs, aux autres étudiants, est vraiment quelque chose qui est très très important et qui permet de progresser de manière très très importante. La plateforme de e-learning, vous allez avoir un calendrier de travail mensuel qu'on va vous faire passer et qui va vous, grosso modo, pour chacun des mois, vous allez être confronté à, en début de mois, plutôt le focus donné à la synthèse, avec un devoir à faire et à rendre, qui sera corrigé 15 jours après. On vous donne toujours une dizaine de jours pour faire le devoir et toujours un week-end.
Et donc 10 jours pour faire le devoir et 15 jours ensuite pour avoir la correction. Et donc dans l'entretemps, ces semaines, il va falloir que vous les consacriez à la logique, généralement plutôt au milieu de mois, et à l'anglais. On vous proposera des exercices, des QCM et des devoirs également en fin de mois sur les épreuves d'anglais. Comme j'ai vu des questions sur Parcoursup, je tiens aussi à dire que nous allons faire une conférence spécifique sur Parcoursup le dimanche 2 décembre avec des conseillers d'orientation qui exercent en lycée. C'est important aussi qu'ils aient cette pratique-là. Mais nous faisons aussi des conférences et des ateliers Parcoursup avec nos étudiants en formation continue, en présentiel pour la formation continue ou, comme on le fait là en ce moment, un peu plus tard avec les parents pour nos étudiants de stage intensif. Donc oui, nous savons que Parcoursup est quelque chose de compliqué. Tous les ans en plus ça change, donc c'est trop tôt pour en parler. On attend d'avoir les dernières consignes qui devraient être là courant novembre. Pour vous apporter toutes les informations qu'on pourra avoir nous de notre côté sur comment appréhender au mieux cet outil Parcoursup. Les oraux, donc les oraux là aussi, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui est pour nous très important. PGE, PGO s'appelait à l'origine PGO, qui veut dire préparation au grand oral. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur même de notre savoir-faire. La formation, j'écris là 1 jour plus 2 jours. 1 jour, c'est parce qu'on commence à sensibiliser les étudiants à la nature de l'épreuve, au type de questions et du coup à la préparation à laquelle il va falloir réfléchir dès décembre ou février pour se consacrer sur l'entraînement sur le mois d'avril. Les enjeux, c'est quoi? C'est savoir parler de soi, savoir parler de son projet et le lier à l'école. L'école, elle va avoir besoin de se rassurer sur le fait que vous avez une réelle motivation pour intégrer cette école. Que vous n'êtes pas là par hasard et que du coup, vous savez à peu près à quoi l'école forme, quels sont les enseignements et vers quel métier elle va former. Donc on parle de projet professionnel, on vous accompagne beaucoup sur le projet professionnel. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de très détaillé, il ne s'agit pas de dire que que vous signez avec votre sang que vous exercerez cette profession. Il s'agit de par les recherches que vous allez faire, de par les échanges que vous avez pu avoir avec nos anciens, peut-être, de montrer que vous êtes un peu éclairé sur ces matières que sont la finance, la gestion, le marketing, la communication, etc., etc., etc. Ça correspond à quelque chose qui va vous intéresser. Les écoles veulent avoir des étudiants l'année prochaine qui seront motivés parce qu'ils seront intéressés par les cours qu'ils vont suivre, parce qu'ils sont intéressés par la finalité de ces cours qui va correspondre à quelque chose qui leur parle en termes de projet professionnel. Donc on va beaucoup travailler ça. Et on va beaucoup aussi travailler avec vous, votre capacité à parler de vous. On sait que quand on est en terminale, c'est compliqué de parler de soi. On a l'impression qu'on n'a rien d'intéressant à dire, qu'on n'a rien fait d'intéressant. On a des méthodes, la méthode des cercles, quelque chose qu'on aime beaucoup, qui va vous permettre de faire un travail d'introspection très fort et qui va vous permettre de comprendre qu'avec n'importe quelle expérience, que ce soit un soutien scolaire, que ce soit une semaine passée dans une famille à Dublin, il y a énormément de choses à raconter sur ce que ça vous a apporté, les qualités que vous avez pu identifier, les difficultés que vous avez pu franchir, etc., etc. Et tout ça va vous permettre de parler de vous de façon intéressante, personnelle et spécifique. C'est ça qu'on va vous apprendre. C'est à travers une expérience que peut-être tout le monde va avoir, une semaine en échange dans une famille en Angleterre ou en Irlande, montrer comment vous avez une analyse qui fait de cette expérience quelque chose de personnel et du coup d'intéressant et qui va marquer le jury et va vous permettre d'engranger des points. Et puis aussi, on va aussi vous entraîner à l'oral, à l'aisance oratoire, vous apprendre à sourire, à regarder un jury, à vous mettre en confiance. C'est quelque chose qui va donner lieu à des ateliers en particulier sur l'aisance oratoire. Vous allez passer de moments de cours à des moments de simulation, simulation d'entretien avec des jurys dont les jurés sont des membres de concours dans des écoles.
des simulations qui vont se poursuivre par un débriefing personnel. On va pouvoir à chaud vous dire ce qu'on a retenu de bien et aussi les axes d'amélioration. Mais également, vous allez aussi pouvoir assister à des entretiens. L'observation est aussi un moment où vous allez pouvoir progresser beaucoup. On voit tellement bien les erreurs des autres, beaucoup mieux que les erreurs qu'on fait soi-même. C'est vraiment quelque chose qui permet de progresser énormément. Et puis, à la fin de la journée, c'est une particularité de notre entraînement à l'oral, on va vous proposer des tutorats. Les étudiants, pas tous, ceux dont on pense que à la fin de la journée, qui va se faire terminer vers 18h, à peu près 18h30, il y a vraiment des points particuliers à travailler. On va leur proposer de rester avec nous le soir, un tuteur pour 1, 2 ou 3 étudiants maximum sur un sujet qui va être peut-être la capacité à se présenter, la clarté d'un projet professionnel, la connaissance de l'école et du coup la motivation pour une école, etc., etc. Et on va travailler de manière très proche, au plus près votre discours pour vraiment vous aider à améliorer ce discours. Et là, on va vous accompagner là-dessus, peut-être de 18h30 à 20h30, 21h, pour que à l'issue de ces 2 jours, vous soyez vraiment fin prêt. Notre objectif, c'est que vous ayez tous 20 sur 20. Il est important d'avoir en tête qu'après l'écrit, on dit toujours c'est un autre concours qui s'ouvre. Les compteurs sont remis à 0. Les jurés n'ont pas vos écrits, n'ont pas vos classements, et les écoles facilitent la vie des jurés en leur disant il y a 3 cas de figure. Soit vous êtes en face d'un candidat que vous pensez qu'il sera bien dans cette école, vous l'imaginez dans l'école l'année prochaine, mettez-lui une très bonne note, entre 15, 16, 17, 18. Soit vous avez à l'inverse un candidat dont vous dites il n'est pas fait pour cette école, mettez-lui une très mauvaise note, 6, 7 par exemple. Soit vous ne savez pas, et dans ce cas-là, vous allez mettre une note moyenne, 10, 11, 12. Si vous rajoutez à ça les coefficients, que vous verrez d'ailleurs sur les sites et qui peuvent être de l'ordre de 20 points par rapport aux écrits, où chaque épreuve va avoir un coefficient entre 7, 8, 9 ou 10, vous voyez que la part de l'oral est colossale. Et donc si vous avez une très mauvaise note coefficient 20, vous avez une très bonne note coefficient 20, vous imaginez que ça fait une différence énorme. Chaque année, on peut voir une amplitude de 900 places à 1000 places entre les écrits et les oraux. Des étudiants qui sont à la 1000e place peuvent être rentrés dans une école sans aucun problème s'ils ont vraiment réussi leurs oraux. Et à l'inverse, des étudiants qui sont classés presque dans les 10 premiers, ça arrive tous les ans, peuvent ne pas être admis à l'issue de l'épreuve des oraux. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est 20 sur 20 pour cette épreuve à l'oral, et je pense que plus de 80% au moins un 20 sur 20 à l'oral, et que notre moyenne doit être de plus de 18% sur l'oral, donc c'est quelque chose d'important. J'ai terminé sur les grandes informations que je voulais partager avec vous. Peut-être un dernier conseil avant de vous laisser. On a beaucoup parlé d'écoles de commerce, mais bien évidemment, vous allez être confronté à des choix qui sont au-delà des écoles de commerce, et c'est pas facile. Une des façons peut-être de comprendre un peu mieux les choses, c'est de regarder dans les programmes, dans le détail. Je pense que une façon de choisir un parcours l'année prochaine, c'est vraiment de se dire, est-ce que l'année prochaine, je serai content de suivre ce programme, cette formation. Vraiment, est-ce que quand je vais me lever, ça va correspondre à quelque chose que j'aime. Et du coup, si vous prenez, là je vais passer rapidement, mais je vous engage à le faire de votre côté. Si vous regardez le détail des programmes, on voit pas mal de choses. Là, pour vous donner un exemple, j'ai pris l'exemple d'un programme de l'ESCA, une école de commerce. Ça revient à qu'est-ce qu'on apprend finalement dans une école de commerce. Vous voyez qu'il y a de la compta, de la gestion, du marketing, du droit, de l'analyse financière, encore du marketing, de l'éthique, des RSE, voilà. Un peu de microéconomie ou de macroéconomie. Par les matières professionnelles, il y a la fiscalité également, que j'ai oublié, l'introduction au management ou l'initiation à l'entrepreneuriat. Comme je vous disais, vous voyez, très axé sur des matières qui correspondent à des métiers de l'entreprise, avec pas mal de variétés, et puis des langues en plus, et puis des stages en plus. Voilà ce qui fait une école de commerce.
Si vous regardez ce que propose Sciences Po Collège Universitaire, donc Paris, vous allez voir que la posture et le contenu est radicalement différent. Et c'est vraiment une clé de choix entre une école de commerce et Sciences Po. Certains étudiants peuvent vraiment, sincèrement, hésiter, puisque grosso modo, on peut arriver au même poste qu'on soit passé par une Sciences Po, un IEP ou une école de commerce. En revanche, vous voyez que la posture de Sciences Po n'est pas sur l'entreprise, mais vraiment sur la compréhension du monde contemporain, de notre société. Vous avez des formations en droit et économie, mais après on parle d'humanité, d'histoire, de sciences politiques, de sociologie, et pas du tout du coup de ces matières qui sont du ressort de l'entreprise. On est sur la compréhension du monde, avec des majeurs, des options ensuite qui seront économie et société, humanité politique, politique et gouvernement. Donc très très différent dans le contenu des cours, ce qui va se passer dans les journées pour les étudiants. Et si vous regardez un IEP de Strasbourg par exemple, je crois qu'il est là en fait, c'est un peu, vous allez retrouver la même chose, du droit constitutionnel, de l'histoire géo, des relations internationales, des sciences sociales, de l'Europe et de l'administration. Là, c'est une erreur sur la diapositive, il ne s'agit pas de Sciences Po Paris, collège universitaire, mais bien de Sciences Po Strasbourg. Voilà. On peut aller faire un petit détour aussi à l'université. Donc j'ai essayé de prendre un programme sur une matière qu'on retrouve dans les écoles de commerce et de management, qui est l'économie et la gestion. Donc vous allez trouver des choses qui sont proches de ce qu'on trouve en école de commerce, mais j'attire votre attention sur l'enseignement de l'informatique. Vous voyez que au programme fondement de l'informatique, aspect pratique et théorique, et c'est le théorique qui est important, utilisation des outils, programmation qui est important, logique binaire, encore plus important, notion algorithmique générale, élément de récursivité. Autant dans une école de commerce, vous allez trouver l'utilisation des outils, un tout petit peu de programmation pour être un peu sensibilisé à ça, mais ça s'arrêtera là. L'université, on est beaucoup plus du coup dans la dimension conceptuelle et théorique des choses. Et là aussi, ça peut attirer quelqu'un qui veut être plus dans travailler davantage les matières, être beaucoup plus dans la théorie, la compréhension des choses, ou ça peut à l'inverse rebuter quelqu'un qui va privilégier la dimension pratique de son enseignement. L'IUT, autre option, là j'ai pris le DUT gestion des entreprises, gestion et management, qui est peut-être le plus proche là aussi d'une école de management. Donc là vraiment les matières sont très 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 proches du programme que de l'école de commerce. La dimension importante, mais vous l'avez aussi sur l'université, c'est la contrainte de se restreindre à un champ de compétences. Dans une université, vous êtes sur l'économie et la gestion. Dans un DUT, la même chose, vous êtes sur l'économie et la gestion, sans pouvoir avoir une ouverture sur le marketing, la communication, les techniques de négociation par exemple. Et puis sur l'IUT, vous allez avoir une dimension de stage plus courte et vous allez bien sûr pas avoir le temps pour partir à l'étranger comme les écoles vont pouvoir vous le montrer. Voilà, donc en synthèse, c'est ce genre d'exercice qui peut être intéressant de faire, se dire que c'est quoi les différences et qu'est-ce qui va avoir ma préférence en tant qu'étudiant ensuite entre une école, une fac, un DUT, et même là j'ai mis l'exemple d'un BTS. D'un côté sur les écoles, vraiment cette dimension de management avec des responsabilités, des associations, et puis ce souhait aussi, la pratique, comme en DUT, mais ce souhait aussi d'accompagner l'étudiant dans son ouverture et son développement personnel. Le DUT, un peu les mêmes sujets, mais avec moins d'international, peut-être une dimension management un peu moins forte. Les licences et une sectorisation, une spécialisation sur un secteur qu'on retrouve sur les licences, qui va proposer une spécialisation aussi sur une matière. Et qui sont tous, encore une fois, des éléments de choix sur les études supérieures. Voilà, j'ai terminé sur le contenu de ce Facebook Live qui sera donc, je vous le redis, en replay si vous voulez revenir sur quelques éléments du contenu que je viens de partager avec vous.
Je vous engage vraiment à nous appeler si vous avez toute autre question auquel je n'aurais pas répondu, tout autre sujet qui resterait flou. C'est normal, c'est pas simple. Comme vous l'avez vu, les écoles se ressemblent, mais pourtant sont différentes. Les épreuves se ressemblent, avec quelques différences. C'est difficile de faire un choix. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On est vraiment là pour vous accompagner. Nous, appelez-nous sans problème à n'importe quel moment. Venez sur nos événements, bien sûr. Vous les avez sur notre site. Et puis aussi, dernier sujet, on est vraiment très très proche de nos anciens. Il y a plus de 10 000 anciens chez PGE PGO, un réseau entraide, un groupe Facebook entraide PGE PGO. C'est vraiment quelque chose cette proximité, cette entraide est quelque chose de très importante, à tel point que sur nos stages, écrits comme sur les oraux, quelque chose qui est vraiment toujours vrai chez PGE PGO, c'est que vous allez toujours retrouver des anciens. Les anciens sont là, pas pour faire les cours à la place des profs, les anciens sont là aussi pour avoir un rôle de grand frère ou grande sœur, et à leur tour partager tout ce qu'ils ont reçu pour vous accompagner, vous mettre en confiance, vous donner tous les conseils fort de leur pratique récente, puisque eux, ils ont fait les concours l'année dernière, comment ils se sont organisés, qu'est-ce qui était difficile, pas difficile. Ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement précieux à un moment de préparation d'un concours. Voilà, merci pour votre attention, pour ce moment que nous avons passé ensemble. J'ai été ravie de passer avec vous et je vous dis à très bientôt peut-être. Bonne soirée en tout cas.